que tu auras introduit à nouveau, le malheureux. Ah, D'accord. Non, non, rien, c'est moi. J'avais oublié de cliquer sur un truc. donc, c'est ça le problème, en fait. C'est ce qu'on le point qu'on a souvent, c'est que il faudrait commencer par mettre, si on ne peut pas tout mettre en même temps, Ouais. ce qui est rarement le cas. Attends, Il faut, attends, excuse-moi Alain, je te coupe parce qu'il y a Laurent Gonzalez, tu connais Gonzo ouais, Ponchoman. Ouais, il ouais. avait une question très importante à te poser. Pour toi, quelles sont les meilleures les épices pour les boulettes dans le couscous? C'est une question, il a posé cette question sur le post que j'avais fait. Donc tu mets quoi dans ton couscous, s'il te plaît? Il faut mettre de la cardamone, ça c'est sûr. Ouais, Du piment, du curcuma un petit peu, je crois. Puis, forme de ouais, mémoire, je sais pas. Bon, enfin, c'est de la cardamone, en fait, dans le vrai couscous. Il ne faut pas oublier la d'accord. cardamone. Il n'y en a pas assez dans les couscous du commerce, ça sent pas assez la cardamone. D'accord, voilà. Laurent, t'as ta réponse. On met de la cardamone dans les boulettes. Mais Voilà. quand tu regardes à nous, il manque un peu de cardamone, en fait. Pour, Ok, bon, allez, on revient pas au point. de Bachir, hein. En vrai, c'est mon maître, hein, donc, dans le couscous. Ok, on revient au point Sky. Au niveau de l'ordre de peuplement, tu mets quoi? D'abord les petits, les gros, les moyens, tu mets tout en même temps, tu fais quoi? Bah, de toute façon, souvent, on met petit déjà pour une question de prix, souvent. Puis je te dis, de la façon, ils peuvent s'entendre mieux, plus facilement entre eux si on les met jeunes. Si on met plusieurs poissons oranges, bah, c'est vrai que c'est mieux de les mettre jeunes à peu près en même temps, quoi. D'accord. C'est ça. L'idée, c'est qu'une fois qu'un poisson est devenu adulte, il est très territorial. Donc le nouveau venu va se faire taper. Il est déjà stressé parce qu'il vient de débarquer dans ton bac. Et donc, il risque de claquer parce qu'avec le stress, il va se déshydrater, ça fait bien pas manger. Parce que ça, c'est aussi un truc auquel on ne pense pas, c'est qu'un poisson, moi j'ai vu ça en acclimatation, c'est vrai que j'ai fini par me rendre compte que un poisson qui ne mangeait pas quand tu venais de le recevoir, souvent, enfin s'il ne mange pas, on nourrit pas le jour même de toute façon, mais si au bout d'un ou deux jours il ne mange pas, c'est que c'est un signe qu'il est souvent en déshydratation. Donc, c'est pour ça qu'il faut le passer d'urgence en eau dessalée, le temps En eau qu'il se dessalée, réhydrate. Et là, on se c'est-à-dire, rend compte qu'en eau dessalée, il mange très rapidement. Le lendemain, dès que c'est dessalé, il s'est réhydraté, il mange tout de suite, quand même. Un donc, poisson, normalement. eau dessalée, ça veut dire que le poisson, tu lui fais un bain d'eau douce, c'est ça? Non, non, c'est carrément, il faut le laisser à 1016 ou un truc comme ça, le temps qu'il se réhydrate. Ah, d'accord, ouais, donc tu le mets. C'est pour ça que quand on acclimate des poissons avant de le mettre dans le bac, comme ils sont fatalement déshydratés dans le transport, parce qu'ils ne les transportent pas à 1016, hein, dans le meilleur des cas, ils les transportent à 1020, ce qui est déjà bien, mais donc il faudrait faire un goutte à goutte, en fait, avec de l'eau à densité relativement basse, je te dis, autour de 1015, 1016, pour que pendant la demi-heure ou l'heure de goutte à goutte, en fait, il se réhydrate. C'est-à-dire, ça correspond à 15-20 grammes de sel par litre, en gros. Ouais, c'est ça, quasiment. Ouais. C'est-à-dire que quand tu reçois un poisson que tu... Non, un petit peu plus, c'est pas exactement proportionnel, mais enfin bon, voilà. Bon, enfin, tu reçois un poisson que tu vois qui... Bon, comment tu t'aperçois qu'il mange pas? Parce que tu le mets dans le bac, après, il faut le rechoper pour le déshydrater, pour le C'est réhydrater. pour ça Comment que tu le fais? mieux, c'est par précaution, c'est mieux de faire un goutte à goutte finalement avec de l'eau du bac, mais dessalée. Carrément à 1014 ou même si l'eau du transport, par exemple, est à 1020 ou même 1022, bah, tu fais le goutte à goutte avec de l'eau même à 1012, moitié Ah moins oui. sec. Parce que le temps que comme tu mets le 1012 dans l'eau du bac, quand le goutte à goutte, quand la bassine va se remplir, ça finira par descendre à 1015, mais pas beaucoup plus bas, quoi. Donc D'accord. 1012, c'est pas très gênant, mais au moins tu es sûr de réhydrater le poisson pendant le goutte à goutte. Donc ça veut dire, oui, d'accord. Donc tu acclimates tes poissons avec une eau vachement moins salée que l'eau du bac, quoi, en fait. Salé parce que fatalement, à cause du stress du transport, il est forcément déshydraté. Pour qu'il ne soit D'accord. pas déshydraté, il faudrait que le transport soit même à 1012. 1012, c'est l'équilibre, en fait, hein, par rapport au sang du poisson. Donc, si c'est au-dessus de 1012 de transport, si c'est 1016, bon, c'est pas trop déshydraté. Et on le voit d'ailleurs, que moi, j'avais un seul fournisseur du Sri Lanka qui mettait à 1016. Mais dans ce cas-là, il faut augmenter le cache, par contre, parce que quand tu as 1016, le cache, il n'est plus qu'à 4. Donc, pour le transport, il faut prendre la précaution le gars qui exporte, qu'il pense à mettre du cache en plus dans l'eau s'il met dans l'eau très peu salée. Sinon, ça va acidifier vachement pendant le transport. Mais toujours est-il que ces fournisseurs-là du Sri Lanka, au Sri Lanka, c'est là où on commande souvent les naseaux, parce qu'ils sont moins chers déjà. Et comme le voyage dure moins longtemps, comme c'est un poisson qui ne voyage pas super bien, ça arrive de meilleure qualité. Et du coup, quand on recevait des naseaux d'assez grande taille, ils étaient droits dans le sac, ils ne bougeaient pas. Alors que les trois quarts des fournisseurs, si tu prenais du naseau d'Indonésie ou tout ça, le poisson était sur le flanc parce comme il était déshydraté, il était épuisé. Puis voilà, donc un poisson qui arrive sur le flanc, c'est sûr qu'il est déshydraté aussi. Donc, dans ce cas-là,
il faut l'acclimater avec une densité. Ça veut dire que tu le vois sur le flanc dans le sac. Ouais, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il est hydraté. D'accord. Et à ce moment-là, donc on le réhydrate en mettant une Pas eau hydraté, en beaucoup moins acclimatant salée. avec une eau très dessalée. D'accord. Au D'accord. moins, pendant le goutte à goutte, t'as le temps en 1 heure, il a au moins un peu de temps de se réhydrater. Toi, ça va relativement vite. Comme si l'eau est très dessalée, il va se réhydrater très vite. Ouais, parce Donc, qu'il se réhydrate par osmose. oui, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, ouais, il se réhydrate par osmose. D'accord. Ok. Donc, faut que Ouais, les fluides, ça veut dire que les fluides, le sang du poisson et les fluides du poisson doivent avoir la même pression osmotique que le milieu dans lequel voilà. il est, c'est ça? Tu mets l'eau de goutte à goutte, tu la mets en fait à la salinité du sang du poisson. Donc, D'accord. même si les mécanismes qui permettent au poisson de maintenir une salinité inférieure à l'eau de mer ne fonctionnent pas, c'est pas grave, parce que par simple osmose, justement, tu vas le réhydrater, ce qui fait que son métabolisme va repartir et que du coup, il va pouvoir se réadapter tranquillement à l'eau de ton bac après. D'accord. Et après, quand tu le mets dans l'eau du bac, il va pas se redéshydrater, donc. Bah, il peut s'il est encore stressé, mais au moins, quand il s'est réhydraté, il s'est déstressé, donc il sera plus à même de relancer son métabolisme pour pouvoir supporter l'eau salée du bac, voilà, où il va D'accord. Ça, arriver. c'est important à Une fois qu'il est savoir. dans le bac, théoriquement, il est quand même moins stressé dans le bac que dans un petit volume de sac de transport, dans 1 millilitre d'eau. A priori, il est quand même plus stressé que dans le volume d'un bac. Même si le bac n'est pas très grand, c'est quand même mieux qu'un sac de transport. D'accord. Par contre, le problème, c'est que si par contre, il se fait taper, dès que tu le mets dans le bac, il se fait taper par un autre poisson, du coup, il repart sur le stress. Donc, même s'il s'est réhydraté, il va se redéshydrater parce qu'il va se faire tabasser. Et du coup, à cause du stress, le mécanisme de régulation de la pression osmotique ne va pas fonctionner, hein. À cause du stress, parce que ça fait des perturbations hormonales et puis ça fout tout en l'air. D'accord. Là, il y a un membre qui demande, ça, ce protocole, c'est valable pour les longs transports. Mais si tu vas dans une boutique d'aquario, tu achètes un poiscaille, en principe, tu n'as pas besoin de faire tout ce bit. Bah, en principe, quand tu l'achètes, il n'est pas déshydraté, donc là, il n'y a pas de problème. Et puis, en théorie, c'est pas pendant 1 heure de transport pour rentrer chez toi ou une demi-heure qu'il risque de se déshydrater. Voilà. Et des poissons achetés en VPC qui ont Mais bon, 24 je heures. dis, ça ne ferait pas de mal parce que ça fait comme une mini bain d'eau douce, enfin, pas au point d'eau douce, mais bon, après tout, ça peut déparasiter, ça ne fait pas de mal de toute façon, hein. D'accord. Et les poissons achetés en VPC, c'est-à-dire qui se chopent 24 heures de Là, transport, tu as intérêt à faire ça. t'as intérêt. D'accord. Et du coup, tu as même intérêt à faire un goutte à goutte assez long pour qu'il reste dans l'eau déshydratée, dans l'eau peu salée pendant peut-être une petite heure, toi, et être sûr qu'il ait le temps de se réhydrater. Mais tu le vois au comportement, de toute façon. Si tu vois que au fur et à mesure du goutte à goutte, ton poisson il se met à nager à peu près normalement, qu'il a l'air bien, bon, bah, c'est qu'il n'est pas, c'est pas très grave. Mais par contre, s'il est vraiment sur le flanc, là, il faut que tu le laisses dans l'eau dessalée jusqu'à ce qu'il se redresse. Parce que si tu le mets sur le flanc, il est sur le flanc, tu le mets dans le bac, c'est forcément, tu l'as mis déshydraté et ça va graver. D'accord. Ok. Tu ne peux pas mettre un poisson dans ton bac s'il est déjà sur le flanc, c'est fou, tu risques de le retrouver le bord le lendemain, hein. D'accord. Bon, ok. Tu vois d'autres trucs à dire sur les poiscailles? Non, bon, après, c'est des trucs classiques, quoi, je te dis, mais j'insiste sur l'histoire d'un poisson qui ne mange pas, c'est souvent, je te dis, un signe de déshydratation. Et le cyanure? Là, si c'est dans ton bac, il est déjà dans ton bac et que tu vois qu'il ne veut pas manger, le problème, c'est qu'il faut réussir à le choper pour le garder un jour ou deux dans de l'eau bien salée. À ce moment-là, bah, c'est D'accord. compliqué parce qu'il faut avoir un petit bac à goûter. D'accord. Et comment tu différencies cette histoire d'une pêche au cyanure? Parce qu'une pêche au Bon, cyanure, le poisson au cyanure, de toute façon, le poisson, il peut manger, mais c'est qu'il ne va pas digérer correctement, c'est surtout ça, quoi. ah ouais, d'accord. Ah, ça peut aussi, s'il a les branchies abîmées, ça peut faire aussi le même effet, mais quand même, il faut reconnaître que c'est quand même relativement rare d'avoir. C'est sur certains poissons, tu vois, il faut se méfier. C'est vrai que des fois, on paumait des hexaténias sans raison. Le poisson avait pas l'air abîmé, tout ça. Et donc, comme c'est des trucs qui vivent dans les rochers, c'est tentant de les pêcher au cyanure. Autrement, c'est sûrement assez compliqué à choper, tu vois. Mhm. Ceux-là, mais les autres poissons, c'est tellement, tu as trop de pertes. Donc maintenant, si tu veux, vu le prix des poissons, ce que ça coûte en transport, tout ça, même les exploitateurs ne peuvent plus se permettre de perdre du poisson. C'est D'accord. fini, si tu veux, où une demoiselle coûtait 10 centimes à l'exportateur et qui revendait ça à 1 dollar, il faisait 7 fois la culbute. Maintenant, ils ne font plus 7 fois la culbute, ils la font 2 ou 3 parce que sinon, c'est invendable.
Donc, ils font quand même plus gaffe. Donc, c'est quand même plus rare. La pêche au cyanure, ça existe toujours, mais finalement, c'est plus employé pour la pêche des poissons pour les bouffer, tu vois, que pour choper des mérous dans les trous, que pour pêcher des poissons d'aquarium, parce que ça fait, vu le coût que ça atteint, plus personne peut se permettre de perdre trop de Ouais, mais poissons. justement, quand on avait fait un truc avec Vincent Chalias, il disait que les chromis, puis je sais plus quel autre poisson, Oui, on était obligé de les pêcher au cyanure parce qu'autrement on niquait tous les acroporas, quoi. bah oui, mais de toute façon, même le problème du cyanure, si tu veux, c'est que, en théorie, si c'est super bien fait, ça serait possible, hein, c'est pas. Mais comme c'est un truc dangereux, c'est une question de dosage. Donc, Hmm. si ton truc a reçu une dose un peu plus forte que ce qu'il fallait, voilà, Ouais. c'est comme comment ça s'appelle, le truc des flèches empoisonnées, le curare. Hmm. Le curare, on l'utilise pour nous pour l'anesthésie. C'est une question de dose. Il ne faut pas trop Ouais. être, c'est tout. Attends, je suis obligé de m'absenter 2 secondes, il y a le lave-vaisselle qui déconne, je reviens tout de suite. Ah, vas-y, vas-y. Voilà. Et excusez-moi, mais le bip du lave-vaisselle avait tendance à m'énerver un peu. Ok, Alain. Donc, on a fait le tour des poiscailles. Maintenant, j'avais un truc sur les différents types de refuges. Est-ce que tu peux nous donner les différents types de refuges que tu penses utiles et leur utilité, les différences? Bah, le plus classique, c'est quand même le refuge à algues. Maintenant, après, si tu as une grosse charge de poissons, on pourrait envisager des refuges cryptiques avec des éponges. Si tu mets des sources de carbone, c'est bien, ça serait bien d'envisager un refuge éventuellement avec des éponges. Pour pas que les bactéries que tu produis avec le carbone, s'il y en a un peu trop, au moins ça servirait de nourriture aux éponges ou des choses comme ça. Mais classiquement, ça reste quand même le filtre à algues pour pomper les nitrates et les phosphates. D'accord. Tu Ah, pourrais mais aussi avec des coraux, si tu as une charge de poissons avec des coraux mous, si tu avais un fichonnier avec des poissons qui bouffent même les coraux, bah, tu pourrais très bien envisager un refuge avec des xénias ou des sarcos ou des tophytons, toi, des trucs qui poussent beaucoup, qui absorbent un maximum de nitrate de phosphate. Mais classiquement, pour la plupart des gens, c'est le refuge à algues qui est le plus adapté, quoi. et comme algues, peu importe, ou la caïto, la colère. Oui, bah, de toute façon, tu peux même mélanger les algues, mais après, souvent, quand tu mélanges, tu en as une qui prend le dessus. Mais enfin bon, après, l'avantage, c'est que dans un refuge, s'il y a une qui prend le dessus, tu peux toujours, tu la coupes plus souvent pour qu'elle ne déborde pas les autres algues, voilà. Mais l'intérêt des algues, si tu veux, c'est pas seulement le nitrate phosphate, c'est que les algues, ça sécrète un tas de substances organiques qui peuvent être utiles aussi pour les coraux, voilà. D'accord. Euh, je Parce que les continue. algues elles-mêmes, elles sécrètent une source de carbone, des sources de carbone, si tu veux. Donc, fatalement, si tu as des algues, tu as des sources de carbone qui peuvent être récupérées on retrouve aussi par des bactéries, même par les coraux, quoi. D'accord. Et Peuvent donc, même les toi, acides aminés. t'es plutôt partisan d'un refuge ou pas pour un aquarium? C'est selon le besoin des personnes, quoi. Ouais, mais sur le principe, moi j'aime bien le refuge parce que je te dis, c'est un compartiment écologique, si tu veux, qui apporte les algues, elles ont un rôle écologique. Donc c'est bien d'avoir cette partie-là d'organismes au niveau biodiversité dans ton bac, quoi, voilà. Même D'accord. si en soi, les coraux tout seuls Moi, peuvent je dirais qu'un refuge, en plus, c'est utile parce que ça apporte beaucoup de microfaune. Oui, c'est ça aussi, ça fait une réserve pour la microfaune, parce que dans le principe d'un refuge, tu t'arranges pour pas mal de poissons, justement. Donc ça fait un abri où la microfaune peut se multiplier, puis après réensemencer ton bac régulièrement. Voilà, moi j'ai vu ça sur mon mini machin, en sortant la Caeto pour voir où ça en était. En fait, je cherchais un Yacha. Je me demandais s'il n'était pas passé dans le refuge. En fait, je ne l'ai pas trouvé. Et ça grouillait de petites bestioles, quoi, de Oui, bien misites, sûr, ouais. de trucs. Et Des trucs en la de- secouant, bah, comme ça a raté plein de microphones dans le bac. Ouais, bien sûr, mais c'est ça l'intérêt aussi du refuge, effectivement. C'est que c'est Ah, comment, c'est intéressant. un Bon, compartiment ouais. d'élevage de microfaune. Bon, t'as pris un Doliprane avant, Alain, parce que je sais pas si t'en as besoin. Là, j'ai un truc de Philippe Rollina qui avait mis Hum. un commentaire. Alors, je te le lis entièrement.
Mhm. On retourne sur le redox, hein. Potentiel redox, intérêt, point d'interrogation. Quels, quels sont les, quels sont les paramètres l'influençant? UV, pollution bactérienne, comment le maintenir au plus haut et pourquoi? Après, pour revenir sur les zooxanthelles, alors c'est là que c'est intéressant. Ce sont des algues et en tant que telles, elles abritent des pigments qui, en fonction de leur type, sont sensibles à différentes longueurs d'onde afin d'optimiser l'efficacité de la photosynthèse, entre parenthèses, par rapport au spectre lumineux auquel l'algue est soumise, dépendant de la profondeur. On a coutume de dire que les pigments sont sensibles au bleu ou au rouge, mais c'est faux. Certains sont optimisés pour le rouge uniquement, d'autres pour le vert. Donc, nos polypes de coraux pourraient-ils abriter différents types de zooxanthelles adaptés à la lumière à laquelle ils sont soumis dans nos aquariums? C'est la première question. Ce qui expliquerait pourquoi une même souche explose différemment avec un par de 600 ou un par de 300. Et question subsidiaire, comment les coraux captent-ils les zooxanthelles dans la colonne d'eau d'un aquarium? Voilà, à toi, là. Pour les oxantelles, c'est juste en filtrant l'eau, comme ils capturent de la nourriture, en fait. Et c'est là où les oxantelles qui s'insinuent dans les tissus du corail. Parce que les oxantelles se collent effectivement sur le mucus. Tu sais, le corail, ils ont des cils vibratiles, donc ils absorbent en permanence le mucus qui secrète aussi. Et c'est comme Ouais, ça qu'ils récupèrent un peu de bactérioplancton ou de phytoplancton, parce que sinon, un polype, c'est pas adapté à attraper un phytoplancton, c'est trop petit, hein. Donc, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des zooxanthelles dans la qui colonne s'est d'eau pas d'un digéré, aquarium? finalement, qui s'est insinué dans les tissus du corail pour pas se faire digérer, et puis voilà. Mais dans un aquarium, il y a des zooxanthelles en eau libre? Bah, il y en a si tu as des coraux déjà qui en expulsent, mais autrement, voilà. Les coraux, quand ils ont trop de zooxanthelles, ils en expulsent en partie. C'est pas forcément au niveau du. Ça peut être jusqu'au. Ça veut dire que quand tu diminues tes nutriments et qu'il y a trop d'oxanthelles, il va les expulser. Les éviter pour pas avoir de stress oxydatif trop important grâce à la photosynthèse et D'accord. donc Et ces algues, les oxanthelles, elles restent dans la colonne d'eau ou elles crèvent, elles sont évacuées par les cumeurs? c'est du plancton, donc elles peuvent être évacuées par les cubeurs ou être filtrées par des éponges, voilà, puis elles peuvent rester un certain temps aussi, voilà. Pas en grosse quantité, mais suffisamment pour permettre de recoloniser. D'accord. Donc là, il dit, puisqu'il y a différents types de zooxanthelles qui explosent sous différents parts, est-ce que le par et le pur seraient caduques pour déterminer vraiment les besoins des coraux? Mais est-ce qu'il y a des zooxanthelles affiliées à chaque corail, non, en principe? Oui, il y a plusieurs clades, mais il y a aussi des oxantales qui sont pas adaptés, enfin, qui sont pas différents au point de vue spectre de ce que ça peut absorber, mais il y a des oxantales qui résistent plus à la chaleur, par exemple, des choses comme ça. Ceux de mer Rouge, apparemment, ont des oxantales euh, comment, qui empêchent le corail de blanchir trop vite, ouais, qui sont plus adaptés aux températures élevées. Mais de toute façon, les oxantales, c'est toutes des algues brunes. Donc, ils ont des pigments surnuméraires. C'est justement pour ça qu'une oxantelle peut pousser que sous lumière bleue. D'accord. Si une plante ou une algue qui a que un pigment vert, n'a que de la chlorophylle, il lui faut à la fois du bleu et du rouge. Si on a un pigment surnuméraire, il transforme une autre longueur d'onde, soit le bleu, soit le vert, machin, en, une partie le transforme en énergie de la longueur d'onde rouge pour pouvoir effectuer la photosynthèse. Parce qu'à la base, la photosynthèse, c'est toujours de la chlorophylle. Toutes les algues, qu'elles soient brunes, rouges, machin, elles ont toutes de la chlorophylle. Mais D'accord. certaines ont un pigment surnuméraire qui passe au-dessus de la chlorophylle au niveau visuel, ce qui fait qu'elle a une apparence soit rouge, soit brune. D'ailleurs, il y a les algues rouges, d'ailleurs. Moi, j'ai travaillé sur une algue rouge qui s'appelait Idnea municiforbis, hein, un truc qui vit en Méditerranée, mais qui en fait est courante dans les zones tropicales. C'est la limite de répartition, la Méditerranée. Et quand tu les trouvais à la surface jusqu'à 1 mètre, 2 mètres, elles étaient vertes. Et si tu les trouvais à 3-4 mètres ou dans une anfractuosité de rocher, elles étaient rouges. Donc, quand elles sont à la surface où il y a à la fois de la lumière bleue et de la lumière rouge, elles ne s'embêtent pas à fabriquer le pigment rouge surnuméraire. D'accord. Ah ben justement, là, ces pigments, Par contre, l'algue brune, elle est toujours brune, donc elle a toujours le pigment surnuméraire. hmm. Quand il y a des gens qui travaillent justement sur les pigments des coraux, en jouant sur la lumière, sur les nutriments et compagnie, et ils jouent sur les pigments des coraux ou sur les pigments des zooxanthelles? Et je Hein? vois ce que tu veux dire. Oui.
La lumière, tu travailles sur. Bah oui, tu travailles sur le. Tu travailles sur quoi? Sur le corail ou sur Sur le l'aldocyanure? corail, parce que le corail, il fabrique des pigments pour se protéger justement de l'énergie trop intense des ultraviolets, par exemple. D'accord. Donc, tu travailles. Les oxantelles, ça serait pas trop compliqué. Si avec les oxantelles, ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est pour avoir de la couleur au niveau des coraux. C'est pour ça que tu es obligé de mettre du bleu ou voire vers du violet. Par D'accord. contre, quand tu vas vers le violet, tu vas aussi vers les UV. Et là, ça peut être dangereux à trop forte intensité pour certains coraux. Donc, c'est ça qu'il faut. D'accord. Ben justement, il y avait une question. Est-ce qu'on peut brûler des coraux avec un excès de bleu? Bleu tout seul, non, mais avec cette violet, oui. Enfin, après, c'est une question de part. Donc, n'importe comment. Enfin, en théorie, même n'importe quelle lumière, si tu as le par suffisamment fort, tu peux cramer les coraux, mais c'est plus difficile d'avoir un par avec bleu. Parce que le par, de toute façon, c'est la somme des lumières liées à la photosynthèse. Donc, c'est à la fois, comme il y a dans le bleu, il n'y a pas de rouge, à une intensité qui paraît équivalente pour l'œil humain, si tu veux, tu as un par plus faible avec du bleu qu'avec du blanc. D'accord. Ok. Ouais, ouais, j'ai remarqué. Ok. Donc c'est pour ça que on peut, il y a toujours une discussion là qui en cours, savoir si on peut élever les coraux qu'en bleu ou s'il vaut mieux un peu de blanc pour la croissance, tout ça. Mais en fait, la théorie Ben, maintenant. là, il y a eu moi, j'avais fait des trucs avec Boris, là. Et puis hier Mmh, soir, il y a Xavier Assema qui a fait un truc avec Boris de Récifato, justement, où mmh. ils font pousser des coraux. Et eux, ils mettent par jour 2 heures de blanc, quoi, pour les faire pousser, justement. Ouais. Oui, pour la croissance, justement. C'est effectivement, pour la croissance, apparemment, il y a quand même besoin d'un minimum de blanc. Mais d'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas abordé le truc dans la discussion. C'est que dans la pratique, si on mettait on arrivait à un par aussi fort à 400 par exemple, 450 qu'avec du bleu, ça pourrait marcher quand même. Hmm. Mais c'est vrai qu'un pigment, s'il y a le pigment surnuméraire, a priori, même les oxantelles, avec que du bleu, peuvent pousser, puisque c'est justement le rôle du pigment surnuméraire de transformer le bleu en rouge pour la photosynthèse. D'accord. Mais après, il y a aussi l'aspect coloration des coraux. Voilà, c'est Donc, ça. Eux, ils travaillent la coloration des coraux. Ils Mais c'est vrai cherchent. qu'il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup, mais dans un bac, pour nous, pour le rendu, si tu as du Ceriato ou du Poxilo ou certains coraux qui ont des couleurs bleues non fluorescentes, bah, si tu éclaires sur bleu, ils vont être moches. Donc, rien que pour l'aspect visuel, tu es quand même un peu obligé d'avoir un minimum Ouais, de blanc. ça, le bleu, c'est valable pour les coraux fluo. Mais Ouais. t'as certains coraux qui sont pas fluorescents. Si tu as des pigments non fluorescents, bah, c'est moche quand c'est sous lumière bleue. Voilà. Ouais, on est d'accord. Ouais. Tu ne vois carrément pas parce que un poisson clown sous lumière bleue, il est pas orange. Il est tout gris. Hmm. Là, il y a Julien qui dit que quand il met, euh, quand il met plus de blanc, les LPS sont plus gonflés. C'est normal? Bah, je te dis, ce qui est difficile de savoir, c'est effectivement, c'est possible, oui, mais ça peut être dû juste au fait que quand tu mets plus de blanc, tu augmentes plus vite le parc avec du bleu. Voilà, ouais. C'est pas Donc, obligatoirement la couleur, c'est le par, quoi. et c'est plus gonflé parce que, en fait, les coraux, les LPS, ils gonflent dans la journée. Donc, parce qu'en fait, c'est lié à la photosynthèse des oxantelles qui les fait gonfler, je suppose. Donc, plus tu as du par élevé, plus ils doivent se gonfler fort et vite. Ouais, d'accord. Là, je voudrais revenir au redox un petit peu. Euh, Quels sont les paramètres qui influencent le redox, Alain? Bah, je te dis, à la base, le redox, ça peut. T'as pour des sels minéraux, par exemple, des sels métalliques dissous, tu as ce qu'on appelle un couple redox, c'est-à-dire qu'entre une forme oxydée plus ou 3 fois plus, tu vois, ça fait qui correspond à un potentiel redox donné. Donc, une solution minérale, si tu veux, un redox, il dépend des sels minéraux qu'il y a dans la flotte. D'accord. Donc Mer, les UV, les bactéries et compagnie, voilà, ça donc influence il y a pas il y a le dans l'eau de redox. mer, t'as l'iode, justement, tu as la paire iode et iodure, ça fait un couple redox. Et quand tu as des algues rouges, pour évacuer le stress oxydatif, l'algue rouge transforme l'iodure en iode, qui relargue à l'extérieur, et c'est l'iode qui permet d'avoir un redox élevé dans l'eau de mer. Là, le rouge, c'est coralline, quoi. Oui, c'est coralline, oui.
Mais c'est toutes D'accord. les algues rouges, hein, ça absorbe le iode grâce à Toutes les algues rouges. D'accord, ok. les algues rouges stockent beaucoup d'iode. Ouais. C'est D'accord. connu pour ça parce qu'elles s'en servent pour lutter contre le stress oxydatif. S'il y a une journée, il y a plus de lumière que d'habitude, une algue rouge pour pas cramer, elle va consommer de l'iode, elle va absorber l'iode, l'iodure va absorber les radicaux d'oxygène pour faire de l'iode et en évacuant l'iode, elle évacue l'oxydation interne qui pourrait la cramer. D'accord. Et est-ce que le redox est influencé par les UV, par les bactéries, etc. C'est Oui, influencé. par contre, si tu as de l'ozone directement, bah, c'est comme l'iode, l'ozone, ça va augmenter le redox, mais chimiquement, du coup. Là, voilà. D'accord. Donc, c'est des réactions chimiques peuvent consommer de l'oxydation, enfin, peuvent être réductrices ou oxydantes. Hmm. Donc, même toutes les. Donc, et le principe de la photosynthèse, bah, c'est de récupérer l'énergie de la lumière pour fabriquer des réactions oxydantes plutôt. D'accord. Et est-ce que les UV, ça augmente le potentiel redox? Bah, indirectement, parce que des UV très forts, ça peut effectivement transformer des molécules sous leur forme oxydée, quoi. Voilà, ça peut oxyder des molécules, donc ça augmente le potentiel redox de l'eau, mais c'est moins fort que de l'ozone, donc ça augmentera un peu moins. Voilà. Mais par D'accord. exemple, les UV, ça peut transformer des bromates, du brome en bromate. Donc ça prouve bien que c'est oxydant. Ouais. Attends, là, il y a tout un truc, je comprends même pas la question. Attends. Alors, je peux te lire un paragraphe, Alain, t'es concentré, là, t'es à fond, t'es au taquet. Ouais, Bon, alors, je te lis tout un truc. J'aimerais savoir comment l'UV agit pour augmenter le potentiel redox de l'eau et quelles sont les valeurs recommandées. Bon, ça, t'as répondu, en gros. Dans la nature, qu'en est-il? Concernant les zooxanthelles, je ne parle pas de la pigmentation même du corail, mais des différents pigments que peut héberger une algue. On a par exemple la chlorophylle A, la B, le bêta-carotène, phycoérythrin, phycocyanin, etc. Chacun optimisé pour une partie du spectre. Ça peut même être le vert uniquement. En fonction de son biotope propre et du spectre lumineux qu'il reçoit, un même type d'algue pourrait avoir des pigments différents de sa consoeur à un étage différent. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fonction de la profondeur, tu as remarqué qu'il y a des différences de coloration. Hein. oui, parce que le pigment, Attends. En est-il de même pour les zoozanthelles qui pourraient donc être d'une part différentes pour une même souche de corail en fonction de son biotope, mais aussi avoir des fonctions différentes, optimisant la photosynthèse sur son lieu de vie. Est-ce que les zooxanthelles, en gros, elles varient avec l'éclairage, avec la profondeur, avec etc., etc. oui, elles peuvent avoir, même si c'est que toujours des algues, ça reste des algues brunes, la proportion de pigments surnuméraires peut varier. Parce que si c'est un corail de profondeur, bah, effectivement, il recevra pas du tout de rouge ou très peu de vert non plus, ni de jaune, ni de machin. Donc, ça favorisera il y aura peut-être une zooxanthelle qui fabriquera plus de pigments rouges pour justement transformer le, la lumière bleue, c'est qui est la seule qui reçoit en lumière rouge pour la photosynthèse. Parce que la photosynthèse se fait toujours avec la chlorophylle A et la chlorophylle B. D'accord. Et pas les autres. Pour alimenter en lumière, utile pour faire fonctionner la chlorophylle A, il faut, je ne sais plus Ouais. si c'est AB ou si c'est l'inverse. Une c'est le rouge et une c'est le bleu. Donc voilà, il faut les deux. Hein. Donc les pigments surnuméraires, c'est toujours pour transformer une autre longueur d'onde en rouge et en bleu. Parce que de toute façon, à la fin, c'est que la chlorophylle qui effectue la photosynthèse. D'accord. Ok. Ouais, j'ai pigé l'histoire. Donc le C'est bêta-carotène, etc. une longueur C'est d'onde juste pour. D'accord. Ok. voilà. C'est pour juste transformer l'énergie d'une longueur d'onde qui ne convient pas à la chlorophylle dans la longueur d'onde dont tu as besoin, dans le niveau d'énergie de la longueur d'onde qui normalement permet d'exciter la chlorophylle A et B. Donc pour l'une, c'est le rouge, pour l'autre, c'est le bleu. D'accord. J'ai pigé. J'ai compris. Ouais. Mais ça va toujours de la longueur d'onde la plus élevée vers la plus faible. Voilà. D'accord. Ok. J'ai compris. Donc Et tu peux pas transférer l'énergie de lumière rouge pour alimenter la chlorophylle qui a besoin de bleu, parce que l'énergie de la lumière bleue est plus élevée que le rouge, donc c'est impossible dans ce sens-là. l'énergie de. Ouais. D'accord. Ok. Ok. J'ai compris. Ouais. Tu ne Ok. pourrais pas avoir un pigment bleu, par exemple, qui donc absorbe le rouge pour produire du bleu pour la photosynthèse. C'est pas possible.
Répète, s'il te plaît, parce que moi, j'ai pas suivi. Non. Alain? Tu sais qu'un pigment bleu absorbe le rouge, puisqu'il est bleu. Ouais. Il ne pourra jamais transmettre une énergie de la longueur d'onde bleue, en fait. Parce que le niveau d'énergie du rouge est plus bas que le bleu. Donc, tu ne peux pas augmenter le niveau d'énergie de la lumière reçue. Tu peux que diminuer. D'accord, j'ai compris, ouais. Là, j'ai piégé, ok. Bon, j'espère que Florian Tuchel et Philippe Rollina auront une réponse à leur interrogation. Je continue donc toujours sur mon poste. Hein. Hop, hop, hop. Le pH, la valeur cible de pH 8,3, on la connaît, mais pourquoi certains bacs tournent bien avec un 8 maxi? Comment améliorer cette valeur? Quel en serait le gain pour les animaux? Voilà. Ah bah, le pH, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. C'est lié juste au KH. Donc, le KH, c'est les carbonates, bicarbonates et puis les borates. À la pression partielle de gaz carbonique. Ouais. Alain? Et puis, oui, puis, donc c'est ça qui donne le pH. Voilà. C'est-à-dire que tu as trois éléments. Je te perds, Alain, des fois, là. Si tu connais la pression partielle de gaz carbonique et le KH, tu connais le pH. Tu as des logiciels. Tu as des logiciels dans l'océanographie par itération qui te permettent, si tu connais deux, tu trouves le troisième parce qu'ils sont liés tout simplement. Ça se calcule. Donc, D'accord. si tu as un pH qui ne veut pas grimper, ton KH est facile à mesurer. En principe, on se débrouille quand même pour qu'il reste autour de la valeur d'eau de mer, entre 7, 8, disons, minimum. Ouais. Voilà. Donc après, le seul autre paramètre, c'est le taux de gaz carbonique qu'il y a dans la flotte. C'est pour ça D'accord. que si tu as une pièce qui est où il y a beaucoup de monde, bah, de toute façon, si tu ne mets pas un système de chaud dans ton écumeur pour dégazer, pour enlever le gaz carbonique, à cause de l'écumeur, de toute façon, tu auras un pH toujours bas parce que tu vas injecter beaucoup de CO2 qu'il y a dans l'air dans ton bac. Ouais, donc faut mettre un Spin Breeze, par exemple, la chaux, là, et compagnie. Voilà. D'accord. Et le gaz carbonique, il rentre plutôt par l'écumeur ou par la surface du bac? Bah, par l'écumeur, parce que comme dans l'écumeur, tu as des microbules, tu as une surface beaucoup plus grande. Donc par la surface aussi, mais en quantité, si tu veux, c'est l'écumeur. Quand on a des écumeurs d'eau très puissants, tu as des millions de microbules. Bah, c'est sûr qu'en surface, ça fait 150, ça fait 1000 fois la surface de ton bac. Hein. La surface de bulles en contact, d'air dans les bulles en contact avec l'eau, la surface de contact est des milliers de fois plus grande que la surface du bac. D'accord. Ok. Ok. Donc le pH, pour toi, c'est une valeur qui est importante dans un bac. Faut s'y intéresser ou Bah, si le il bac, faut ou le si le bac tourne bien à 8, tu te prends la tête ou pas? Oui, non, mais ça dépend. Si c'est un bac décoratif, tu ne fais pas la course à la croissance des coraux. À la Ouais. limite, si tes coraux sont déjà assez gros, tu n'as même pas envie qu'ils poussent trop vite parce qu'après, ils vont sortir de l'eau ou ils vont se toucher. Ou, voilà, donc ça dépend. Si tu as une bouture, par exemple, si tu fais des cultures de coraux, tu fais des boutures, tu veux qu'elles poussent vite. Donc Ouais. là, par contre, c'est important. C'est-à-dire que la croissance entre un pH de 8 et un pH de 8,4, c'est du simple au triple là, ou au quadruple. Hein. Ah oui, quand même, ouais, d'accord. Enfin, après, il y a aussi les phosphates. Attention, si tu as un pH de 8,4 mais que tu as plein de phosphates, ça ne poussera pas quand même. Ça, donc, je pars du principe que si tu n'as pas trop de phosphate, à pas phosphate égal, disons, euh, si tu entre 8 et 8,4, le taux de croissance, ça n'a rien à voir. Hein. C'est 2, 3 fois le taux de croissance par rapport à l'autre. Quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, quand même. Bah Ouais, oui. ok. Et est-ce qu'il y a des trucs à la portée des aquariophiles pour mesurer l'iode? Non, mais les tests d'iode, c'est les tests pour I2, ça ne mesure pas l'iodure, si tu veux. Donc, bon, I2, bon, c'est intéressant quand même, mais le problème, c'est que le seuil de détection du test, c'est presque le maximum que tu as dans l'eau de mer, quoi. Donc, tu ne sauras pas si tu en manques, quoi. Tu sauras si tu en as trop, mais tu ne sauras pas vraiment s'il en manque, parce que c'est Hmm. presque. Tu as du mal à doser le taux normal de l'eau de mer, si tu veux. Donc, Ouais, d'accord. Ok, bah Julien, t'as ta réponse. C'est pas la peine de si tu prendre. veux, il vaut mieux faire un test ICP de temps en temps si tu as suffisamment de d'iode total, donc de iodure dans la pratique, hein, c'est plutôt sous forme de iodure, tu en as le plus. Hein. Bah, si tu as des corallines, tout ça, bon, tu n'as pas trop de soucis à se faire. Et en fait, c'est avec le redox. Tu peux te dire que tu manques d'iode si tu as un redox bas, en fait, tout simplement. C'est plus simple de s'en rendre compte comme ça. Hein. D'accord. Il faut Ok. avoir le redox mètre. Enfin, un redox mètre, ça coûte pas non plus une fortune, quoi. Voilà.
Ouais, je sais pas, moi je mesure plus rien, donc de toute façon, je m'en fous. Bah, c'est-à-dire qu'une fois que ton bac, si tu changes rien, que tu le connais bien, tu changes rien, c'est vrai que ça reste stable, hein, c'est le principe, hein. Donc, Ouais, ouais. Là, il y a Claire de Sousa-Bessa. Je sais pas pourquoi ce nom, à chaque fois, je me dis, c'est quoi ce nom? Mais bon, Claire demande, les, c'est souvent posé, hein, les phosphates qui sont précipités dans le sable ou dans les cailloux, où tu veux, ils deviennent quoi après? bah, ils peuvent être récupérés quand même comme nutriments par des bactéries, hein, c'est pas. Ah Mais ouais? en fait, le danger, si tu en as beaucoup, c'est si tu as une acidification incontrôlée parce que une partie du sable devient anoxique, bah, c'est qu'ils vont se redissoudre et puis refoutre le camp dans la colonne d'eau, quoi. C'est ça le problème. Mais sinon, ça fait aussi des nutriments. Si tu as de la microfaune dans le bac, des holoturies, enfin, tu as de trucs qui bouffent du sable, ils récupèrent ces phosphates-là aussi comme nutriments, hein. D'accord. Donc, à part, en fait, quand des gens ont des pierres chargées en phosphate, souvent les gens ont un taux de phosphate machin élevé, ils disent, ouais, c'est mes pierres qui relarguent. Il faut Ouais, faire quoi? ouais, mais ça, je suis pas sûr que ce soit la réalité. Des pierres peuvent relarguer si c'est des pierres mortes, toi, qui ont été mortes, tu as laissé dans ton jardin, puis tu les réutilises. Parce que toutes les bactéries qui avaient été ailleurs sont mortes. Donc, D'accord, ouais, ouais, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. sinon, une pierre qui accumule le phosphate, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que tu as des sédiments qui se foutent dans les trous des pierres où il peut y avoir des phosphates, ou éventuellement, il y a du calcium qui peut précipiter sur les roches et ça forme du phosphate de calcium. Et dans ce cas-là, il est inerte. C'est Ouais, plus très non, à moins que le bac s'acidifie vraiment, ou là, ça peut se dissoudre. Mais là, si ça se redissout à ce point-là, c'est que tu descends à un site de pH, quoi. Tu ouais. aurais un problème avant, toi. Donc, c'est surtout que il te manque des choses dans le bac pour équilibrer, c'est ça, quand tu as trop de phosphate. Donc, ça peut être par exemple un manque d'oligo-éléments. Ça crée un facteur limitant qui fout en l'air le système de recyclage des phosphates aussi pour les bactéries. Ça peut être un manque de carbone organique, ça peut être un tas de trucs, toi. Donc, Ouais, 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 ouais. Là, il y a Julien encore qui demande 0,14 de PO4 et 0 et 0 nitrate. Ces bacs vont bien, enfin, son bac va bien. Est-ce qu'il y a urgence à faire baisser les phosphates? bon, non, s'il a que des espèces, c'est vrai qu'à 0,14, ça poussera quand même pas très vite, quoi, voilà. Mais dans ce cas-là, il suffit de rajouter il ferait presque rajouter des nitrates pour faire baisser les phosphates, éventuellement, s'il avait envie, quoi. Maintenant, s'il a un bac de LPS, bah ouais, même Bachir, dans le temps, il avait ses premiers bacs, il avait des super couleurs, alors qu'il y avait 0,25 de phosphate, parce qu'à l'époque, déjà, on ne vendait pas trop de résine antiphosphate, je parle de ça il y a 20 ans, hein. Ouais. Donc, non, s'il est bien comme ça, à 0,15, ce qu'il faut surveiller, c'est l'évolution. S'il est stable à 0,15, que tout va bien, bah, pourquoi changer? On ne va pas s'affoler, hein. Non, non, en plus, il a des LPS, il est content. Ils sont Ouais, gonflés. les phosphates, il faut pas être à zéro, de toute façon, parce que si on a zéro, c'est dangereux. Les phosphates, on a besoin pour les transferts d'énergie dans l'organisme, hein. Donc, c'est indispensable. Donc, si tu manques de phosphate, l'organisme, il va faire la gueule très vite, hein. Si tu D'accord. as un manque de nitrate, il va arrêter de pousser tout ce que tu veux, mais là, les phosphates, c'est carrément l'énergie. Alors, ça sert aussi, le phosphore, ça sert aussi dans les phospholipides, dans d'autres choses, mais comme c'est comment, la source d'énergie de l'organisme, c'est comme si nous, on manque d'eau, quoi. On va claquer plus vite que si on meurt de faim. On va mourir de faim en 3-4 semaines, mais on va mourir de soif en 3 jours, hein. Ben, Ah les ouais, phosphates, c'est un peu ça. C'est que s'il n'y en a pas du tout, ça peut tourner au vinaigre très, très vite. d'accord. Ok. Donc, bah, je pense que Julien, t'as ta réponse. Je vois pas si j'ai rien oublié. Donc, ça, on avait répondu. Je descends le poste en même temps. Ok, donc les phosphates, on s'en tape. Alors, si tu veux, c'est une question de flux. Je repars pour la dernière fois pour les phosphates. C'est que, par exemple, c'était arrivé à Bachir d'avoir zéro phosphate. Mais lui, il avait zéro phosphate en balançant 2 plaquettes de congé par jour. Ouais, mais dans un volume de combien? Comment? Mais il avait des bacs énormes. Oui, mais c'est pour ça qu'il balançait quand même 2 plaquettes par jour Ah de oui, les congé. plaquettes, pas 2 cubes, 2 plaquettes. Ouais, d'accord, ok. Donc là, zéro phosphate, c'est pas grave, parce que tu te doutes bien qu'avec 2 plaquettes, tu as un flux de phosphate, tu as quand même du phosphate qui transite dans le bac. Il est absorbé à la fin de la journée, d'accord, mais enfin, c'est pas. Si tu as zéro phosphate en balançant un cube de congé par jour, là, par contre, ça craint, parce que là, le flux sera beaucoup trop faible. D'accord, ok. Il y a une question de Sébastien à l'Aume.
Quelle méthode pour redémarrer d'anciennes pierres vivantes? L'eau oxygénée avant l'acide chlorhydrique ou le contraire? J'ai pas compris, quelle méthode Tu pour? as des pierres vivantes qui sont plus vivantes du tout d'ailleurs. Ouais. Pour les recycler, tu mets de l'eau oxygénée et de l'acide chlorhydrique. Et dans quel sens? Bah, moi, je mets rien du tout. Pourquoi tu veux mettre de l'acide chlorhydrique? Tu vas les dissoudre, je vois pas trop Non, non, l'intérêt. mais je suis d'accord. Et l'eau oxygénée pour virer les merdes qu'il peut y avoir dans les pierres. L'avantage, c'est pour enlever de la matière organique morte qui serait éventuellement dedans. Mais enfin, bon, si tu as des phosphates dans la pierre, tu vois, le problème, c'est que les pierres mortes, elles contiennent des phosphates, mais du coup, ça ne servira à rien de mettre de l'oxygéné. Enfin, si, tu vas transformer peut-être les phosphates organiques en phosphates minéraux. Donc, ils vont peut-être, si tu après, tu laisses tes pierres dans de l'eau douce pour les faire dégorger en phosphate, pourquoi pas, toi. Donc, tu es obligé de le faire. Si tu mets, de toute façon, si tu mets de l'acide chlorhydrique, tu es obligé de rincer. Donc, c'est plutôt le rinçage qui va être efficace que l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique sur des pierres calcaires, de toute façon. Ouais, Donc, le mieux, ça serait de les laisser, éventuellement, plutôt de les laisser traîner dans de l'eau, pourquoi pas osmosée, mais même de l'eau normale, et puis plusieurs fois. Et puis, dès que tu vois qu'il n'y a plus de phosphate dans ton eau de trempage, bah, tu peux les utiliser. C'est pour éliminer les phosphates qu'il y a dedans, c'est tout, en fait, hein. d'accord. Là, je reviens parce qu'il y a encore une autre question. Le relagage des phosphates avec des pierres vivantes mortes, donc des pierres mortes, Alors, si, euh, effectivement. ça existe? Oui, si, si, moi j'ai vu hein, des pierres que c'était une catastrophe quand tu les Et mettais alors, dans. comment on gère ça? Et comment est-ce que ça s'arrête? Et comment on les extrait? Bah, c'est vrai qu'en mettant de l'acide, par contre, pour que les Non, phosphates, non, mais effectivement, je te dis, une fois que les pierres sont dans le bac. bah, les pierres, une fois qu'elles sont dans le bac, de toute façon, elles vont se recoloniser de bactéries qui viennent des autres pierres qui ne sont pas mortes, ou du sable, ou tout ce que tu veux. Donc, de toute façon, elles vont se recoloniser à un moment donné, hein. Donc Bon, ça veut dire avec que ça veut dire que le relargage des phosphates, au bout d'un moment, il s'arrête. ah bah, il finira par s'arrêter. Mais le problème, si tu as beaucoup de phosphates dissous, si tu veux, minéraux, si tu te retrouves avec 3 milligrammes de phosphate, ça va diminuer. Enfin, ça va être du temps, quoi. 3 milligrammes, ça fait beaucoup pour un bac récifal. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de les rincer avant dans une poubelle et puis tu changes l'eau jusqu'à ce que dans ta poubelle, tu n'aies plus des phosphates qui dépassent pas 0,5 ou 0,3 milligrammes maximum, quoi. Voilà. Après, tu peux mettre dans ton bac. Mais si tu les mets alors qu'elles te font monter le taux dans tes bacs de plusieurs milligrammes par litre, ça va être compliqué de démarrer ton bac, quoi. Et donc tu les rinces dans de l'eau du robinet, dans de l'eau osmosée, dans quoi? Bah, l'osmosée, ça a un pouvoir de dissolution supérieur, donc en théorie, c'est mieux. Enfin, sinon, dans l'eau du robinet. Après, dans l'eau du robinet, c'est trop de saloperies, ça peut fixer des saloperies. Si tu as du cuivre dans l'eau du robinet, ça sera fixé sur les rochers, toi. Donc, ça peut être gênant à cause Donc de en ça. fait, Donc, c'est toi tu dirais le, osmosé. le, le récifaliste qui récupère des pierres d'un ancien bac et des pierres qui sont très très chargées en phosphate, tu conseilles de les rincer plusieurs fois dans de l'eau osmosée et jusqu'à ce que Oui, tout. pour les faire dégorger, tout simplement, hein. D'accord, ok. Ça revient à un dégorgement, finalement, c'est ça, hein. Ouais, comme les palourdes, les boules, etc. Ouais, tu fais cracher ce qu'il y a de trop, hein, ta pierre. Ok. Là, il y a une question de Wilfried. Bon, là, tu vas nous parler pendant 2 heures, hein, je pense. Relation éclairage, KH, nutriments. Relation. Éclairage, KH, nutriments. C'est-à-dire, KH, eau, nutriments, eau, t'éclaire beaucoup, et Bah, KH bas, l'éclairage, c'est la nutriments bas. photosynthèse. Donc, pour faire la photosynthèse, les organismes ont besoin de nutriments, donc d'oligo-éléments, de nitrates, de phosphate, voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est le cycle de la vie qui me demande d'expliquer. Ça va être compliqué, là. Ouais. Mais C'est donc, à cause du vivant, en fait, c'est tout simplement. C'est que le vivant utilise tout ça à la fois. ouais, mais Puis tout bon, ça. non, attends, je vais essayer de synthétiser. Tu as un KH très haut et des nutriments un peu hauts. Est-ce que tu as tendance à diminuer l'éclairage ou à l'augmenter ou à le laisser comme il est? Ah bah, KH très haut, si tu as des organismes calcaires, il va finir par, si tu n'en rajoutes pas, il finira par diminuer. Donc, ça, c'est pas tellement de problème. S'il est très haut, c'est que soit tu t'en rajoutes et tu en rajoutes trop, à ce moment-là, tu diminues la quantité. Mais de toute façon, le KH, il finira par diminuer, même si tu as un bac de mou. Parce que de toute façon, l'activité des bactéries elle-même diminue le KH, alors moins vite qu'un bac des coraux durs, hein. Mais si tu as un bac qu'un fish only, de toute façon, ton KH, il finira par diminuer. Si tu ne changes pas beaucoup d'eau,
à cause D'accord. de l'activité des bactéries Bon. dénitrifiantes qui ont tendance à acidifier et donc à consommer du KH. Donc, je recommence. Nutriments eau, l'éclairage, tu t'en fous ou tu le baisses, tu l'augmentes? Qu'est-ce que tu fais? Non, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu n'as pas assez d'éclairage, si tu éclaires plus, tu as plus de photosynthèse, sauf si tu arrives à saturation. Donc, tu vas consommer plus de nutriments, donc plus d'oligo-éléments. Donc, c'est un peu lié. Mais voilà, mais après, c'est compliqué parce que tu as l'histoire celui de facteurs limitants. Donc, si tu as un truc qui manque, que tu augmentes, que tu diminues, ça ne change rien. Si tant que tu n'as pas réglé le facteur limitant, parce que c'est ça, c'est celui-là le problème. Hmm. Si tu veux. Si tu augmentes la photosynthèse, que tu as tout ce qu'il faut, les algues vont pousser plus vite, donc on va absorber plus de nutriments. Mais s'il en manque un, le système est bloqué, donc ça ne servira à rien d'augmenter la lumière. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est ça qui est compliqué. C'est que si rien ne manque, ça sert à quelque chose. S'il y a quelque chose qui manque, c'est foutu. Il D'accord. faut d'abord se préoccuper de savoir s'il y a un facteur limitant dans son bac. Et dans ce Et cas, il n'y a plus de le facteur facteur limitant, ça limitant, peut être effectivement, quoi? là, ah bah, il suffit qu'il manque un oligo-élément, ça bloque tout le système. Hein. D'accord. Ou s'il y a zéro nitrate, ça bloque le système aussi, ça ne marche plus. D'accord. Ok. C'est bien compliqué tout ça, hein. Ah oui. Bah oui. Là, j'ai une question de Denis Tournasat. J'imagine que tu connais Denis Tournasat, hein, Denisio sur Quatre Fan. Ah ouais. Euh, et bon, enfin, c'est pas une question, d'ailleurs, c'est un pavé. Je vais reprendre la note d'Oliprane. Iode. T'es prêt, t'écoutes, t'es au taquet, Alain? Mhm. Le Lugol, diode I2 plus iodure de potassium Ki se transformerait en triode I3, mais ce dernier se transforme-t-il dans les bacs en iodure consommé par les animaux et les iodates? Y a-t-il des conditions préférables pour ça? Bah justement, c'est l'intérêt des algues rouges, c'est qu'elles peuvent utiliser les iodates. Parce que les iodates, ça peut être toxique pour les animaux à les fortes doses. Mais c'est l'intérêt des algues rouges, c'est que si tu as un milieu oxydant, donc par exemple, si tu as des UV où tu mets de l'ozone, tu vas transformer en iodates, ce qui est ennuyeux, parce que les iodates, ce n'est pas utilisable par les animaux déjà qu'on en ont besoin. Et puis ça ne va pas monter ton redox. Donc c'est l'iode qui I2. Donc les algues rouges transforment non seulement l'iodure, mais les iodates en iode I2. C'est ça l'intérêt des algues rouges. Donc des corallines, hein, entre autres. D'accord. Donc, faut avoir de la coralline. Bon, Les iodates comme les bromates, à forte dose, c'est toxique pour les animaux. d'accord. Tous les invertébrés, bon, peut-être pas des poissons, mais Hmm. là pour les invertébrés. Deuxième question de Denis. Quel intérêt d'utiliser du Lugol qui contient I2 instable et dont on ne sait pas trop ce qu'il devient plutôt que du Ki qui contient déjà l'iodure assimilable? De l'iodure de potassium, hein, j'imagine. Ki. Mais il contient du iodure assimilable, c'est assimilable pour les algues, c'est tout. C'est pas assimilable par les animaux, l'iodure. C'est l'iode qui est assimilable par les animaux, dont certains animaux ont besoin. Donc, de toute façon, nous, on a besoin de produits. Et le Lugol, ça permet quand tu mets du Lugol dans l'eau, ça fait grimper ton redox d'un coup. Quand tu mets, par exemple, du Lugol pour faire un bain d'iode pour déparasiter un corail, tu montes à 8 ou 900 de redox. Hein. Dès que ça a la couleur un peu thé, un peu foncé, tu regardes, tu es à 800-900 de redox. D'accord. Donc, ni les iodates ni les iodures sont assimilables, c'est ça, hein, ce que tu dis. Non, surtout, ça ne fera pas monter le redox. Et c'est pas D'accord. assimilable directement, non. Et donc, je le répète encore une nouvelle fois, la coralline et les algues rouges ont la faculté de transformer les iodates, les iodures en iode. C'est ça. Ouais. On est d'accord. Tu Donc vois, pour à force de effectivement, faire par des contre, soirées avec l'iodure est toi, assimilable par les animaux, quoi. Et, attention, mais pas. d'accord, C'est quand même plutôt l'iode qui est réactif chimiquement, si tu veux. d'accord. Tu vois, à force de faire des soirées avec toi et de t'avoir régulièrement pour causer, j'ai l'impression que mes neurones, ils se reconnectent. Ah C'est ouais. bizarre, hein? Ouais. Mais par Euh, contre, ça sert strictement à rien. Les iodates, c'est vraiment le truc chimiquement, il vaut rien. Donc, ce qui sert à d'accord. quelque chose, Ah c'est bah l'iode. justement, autre question. Les iodates s'accumulent. C'est quoi le risque? Bah, je dis, apparemment, c'est toxique. Alors maintenant, je me souviens plus, j'ai pas vu la réaction chimique elle-même, je vois, mais enfin, apparemment, c'est un poison pour les invertébrés, donc c'est pas bon, quoi. Et D'accord. bon, c'est comme les bromates, c'est tout ce qui est en hâte, en bromate. C'est pour ça que on évite
Les fabricants de sel, à un moment, ne mettaient pas de brome dans les sels pour les poissons. Parce que pour les poissons, on a tendance à mettre des UV assez forts. Et si tu mets, comme il y a beaucoup de brome dans l'eau de mer, au taux qu'il y a dans l'eau de mer, en fait, ça pouvait finir par être toxique pour les poissons. D'accord. Même pour les poissons. Alors, je ne parle pas pour les intégrés, mais même pour les Ouais. poissons. D'accord. Ah, par Ok. contre, les nouveaux sels pour les coraux, à un moment donné, ils ont remis du brome parce que dans un bac récifal, si tu as des corallines, tout ça, bah, c'est quand même utile. Comme, ils peuvent utiliser les bromates comme les iodates pour refaire du brome oxydant ou de l'iode. Dans ce cas-là, c'est pas gênant. Donc c'est important d'avoir de la coralline, hein. Voilà, et c'est pour ça que dans un bac, on peut utiliser quand même un UV dans un bac de corail, hein, mais à petite dose. Si tu mets la même dose d'UV, des UV hyper puissants comme tu pourrais mettre pour les poissons pour ne pas avoir de maladie, bac récifal, ça ne va pas lui plaire. Entre autres, à cause de. Tu vas monter le Redos, mais par contre, tu vas fabriquer beaucoup de bromates et ça, c'est pas bon. Oui, il y a une accumulation après, ouais. Sauf si tu as un sel où tu es sûr qu'il n'y a pas de brome dedans, hein. S'il est fait pour ça, peut-être. D'accord. Les iodates seraient minéralisés par le phyto de manière anecdotique, par les algues, mais beaucoup plus, semble-t-il, par les bactéries. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah bah, les bactéries, elles, de toute façon, elles ont un métabolisme. Il y a tellement de bactéries que les bactéries, effectivement, elles arrivent à métaboliser plein de trucs, hein. Mais après, il faut aussi. Les algues, il y a quand même une différence, c'est que les bactéries, elles trouvent de l'énergie à partir de matière organique, alors que les algues utilisent la faculté d'utiliser l'énergie de la lumière qui est quand même plus puissante. Donc, elles ont quand même plus de facilité pour faire ça que les bactéries elles-mêmes, quoi. D'accord. Parce que les bactéries, de toute façon, elles ont quand même besoin d'une source de carbone pour pousser. Donc, si tu as un bac qui est très, très faible en taux de carbone, tu auras une population de bactéries pas très importante, si tu veux. Ouais, il y a Pierre qui demande s'il ne sait pas s'il prend un efferalgan ou un punch. Prends un punch, Pierre. C'est plus cool. Un petit punch, c'est plus cool. Ou un mojito, c'est pas mal. Hier Tu soir, seras j'ai de hier bonne soir, j'ai un peu humeur. abusé des mojitos et je peux Au dire lieu que d'être désespéré, tu seras de bonne humeur. ouais. Hier soir, j'ai un peu abusé des mojitos. Là, je dois dire que j'ai eu une journée Ah, difficile. c'est traître, hein, le Morito, hein. Ah Ça se dit comme putain. ça, mais c'est traître, hein. Vers Ça, 11h30 minuit, c'est j'étais traître, pas hein. bien frais là. À en croire les docs, les tests colorimétriques mesuraient l'iode élémentaire iodine. Possible ou fake? Iodine, mais c'est de l'iode, donc I2. Ça mesure que ça. C'est une Ouais. réaction, de toute façon, avec de violette avec de l'amidon, hein, tout simplement, hein. Et ça mesure quoi alors les tests? Le I2, pas l'iodure. Non, mais c'est I2, c'est quoi? C'est pas iodine? Si, en anglais, c'est l'iode. I2, c'est iodine en anglais. T'as D'accord. iodate, c'est iodine. Ok, d'accord. Iodate, c'est iodure, et iodine, c'est l'iode. Ok. Le diode 12, possible? Est-ce que ça peut mesurer le diode I2 du fait de son... je comprends pas la question. Ça mesure le diode I2 ou pas? Oui, c'est ça, c'est diode I2, hein. D'accord, ok. Iodine. Bon. Et je te dis, de mémoire, normalement, iodine, c'est I2, et Hmm, iodide, c'est iodure. d'accord. Quand un test colorimétrique mesure uniquement les iodures, comment rapprocher ça du taux d'iode total de l'eau de... On ne peut pas, justement, parce qu'il On n'y a peut pas, pas. il y a pas de connexion. On peut pas. D'accord, comme ça c'est clair. Donc, l'iode total, c'est l'ICP, c'est tout, hein. D'accord, l'iode total c'est ICP. Est-ce que tu connais le ratio iodure-iodate dans un aquarium? De mémoire, non, l'iode, je crois que c'était 6-8 mg, je crois, un truc comme ça. Alors, je confonds, attends, je ne sais plus, parce qu'il y avait l'estrontium qui est pas loin. L'iode total c'est 0,06 ppm en eau de mer. Ouais, 0,06. Ouais. Mais est-ce que il y a un ratio iodure-iodate? Bah, je pense qu'il ne doit pas être fixe, il n'y a pas un radio, si tu veux, défini, parce que ça dépend justement de l'activité biologique. Donc, par définition, ça ne sera pas le même dans une eau de mer récifale ou une eau de mer dans le nord ou des choses comme ça, hein. D'accord. Il y en a un plus ou moins standard, je suppose, dans l'eau de mer au large, hein, d'accord. Ouais, Pas des côtes, d'accord. c'est pas. Euh, Est-ce qu'il y a des formes d'iode organiques dans l'eau, mesurées par ICP? Je suis en train de réfléchir, mais organique, bon, a priori, je vois pas trop. S'il y en a une d'organique, ça pourrait être qu'avec des iodates, mais
je vois pas trop. Non, normalement, il n'y a pas de raison parce que l'iodate, chimiquement, comme c'est superoxydé, ça va pas être très réactif. D'accord, Non, a priori, je vois pas parce que c'est comme avec tous les autres halogènes, tu vois, avec le fluor, tout ça. d'accord. Il n'y a pas de forme organique, je pense, qui me Hmm. viennent comme ça, quoi. Et l'iode, c'est de quel sexe? C'est masculin ou féminin? Parce qu'on Il y dit a une un forme, iode et on dit une diode. iode, il y a une forme organique, c'est dans l'organisme, si tu veux, puisque la thyroïde, elle fabrique de la thyroxine qui est à base d'iode, voilà. Mais, à part au niveau hormonal dans les organismes, dans l'eau de mer, je vois pas trop une forme organique, si tu veux, voilà. D'accord, ok. Alors, là, il y a Julien encore qui demande est-ce que le Misis en bouteille, ça peut servir à nourrir des coraux? Des quoi, des Les Misis? Misis en bouteille, ouais. Il y a Aquaforest qui distribue les Misis en bouteille. Ah Est-ce que oui, ça... pourquoi pas, oui, pas de raison, parce que normalement, c'est pas conservé avec des additifs à la con. C'est souvent des saumures un peu acides. Donc, par contre, il faut peut-être pas mettre ça, la solution que tu veux, ou tremper les mésis dans une seringue et mettre directement sur le corail, ça va être sûrement une saumure très salée. Donc, ça va peut-être chatouiller le corail. Mais si tu le dilues dans de l'eau de mer avant de le distribuer, il n'y a pas de raison. D'accord, ok. Les acroporas, c'est féminin ou masculin? Moi, j'ai toujours dit un acropora. Maintenant, comme c'est du latin, de toute façon, j'en sais rien. On pourrait dire, comme c'est en A, on pourrait dire une acropora, effectivement. Mais bon. Ouais, parce que là, Denis, il dit il y a une tendance actuelle à féminiser les noms des genres acropora, Ophilia, Ouais, Dysprotoma. on peut plus dire le masculin importe sur le féminin. On va dire que le masculin, c'est le neutre. Voilà. Donc, on emploie la forme neutre. Ouais, c'est vrai qu'il faut plus, là, autrement Oh, malheureux, malheureux. on Attends. va se faire engueuler par Sandrine Rousseau, autrement. Ouais. Ouais, Sardine Ruisseau. ouais. Bon, alors maintenant, voilà, il y a une idée là. Qu'est-ce que tu penses des différents supports bactériens, les Marcoroc, les boules de chez Marine Pure, le Ciporax, etc., etc., etc. C'est à chaque fois les mêmes bactéries qui se foutent dedans ou il y a des différences? Oui, parce que c'est des supports qui sont vendus neutres. Alors après, il y a des marques qui vendent des bactéries avec. À un moment, d'ailleurs, je crois qu'il y avait comment Serra qui vendait le Ciporax avec Avec une pochette de double bactéries. bactérie, parce que c'est moi qui avais parlé aux représentants. Je me disais que ça serait qu'il faudrait tremper qu'il faut tremper, ce que je disais à mes clients, qu'il fallait tremper le Ciporax dans une solution de bactéries pour sèche, tu vois, pour que par capillarité, ça rentre dedans. Comme ça, quand tu mettais dans l'eau, les bactéries étaient déjà installées dans le support. Ça permettait de ne pas avoir de nitrite beaucoup plus rapidement que si tu mettais des bactéries dans l'eau. Le temps qu'elles se collent sur le support et qu'elles rentrent à l'intérieur, c'était plus intelligent de tremper le support. Ouais. T'es là, là? Je t'entends plus. Alain? Alain? Allô, allô, je t'entends Ouais, plus. ça y est, t'es là, t'es revenu, c'est Vous bon. voyez plus bouger là. Non, non, mais t'es revenu, t'es revenu. Donc tu disais, ouais, c'est plus intéressant de tremper les supports comme Simplement, ça. dans une solution de bactéries, tu le transformes en sapillon, ça coûte moins cher qu'acheter du sapillon. D'accord, ok. Pop, pop, pop. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait, hein, pour info, là. Bon, je sais pas pour n'importe quoi, mais les marques Rock, enfin, je crois qu'Yannick Devine a fait la même chose, il me semble. On les a fait baigner pendant un moment dans une solution saturée en bactéries, quoi. Ouais, ouais. Mais vraiment saturé de chez saturé, quoi. Comme c'est sec par capillarité, la solution de bactéries rentre directement à l'intérieur. Et puis après, une fois que tu mets dans l'eau, elles sont déjà à l'intérieur, elles peuvent déjà commencer à poser, quoi. Hmm. Alors, question encore de Denis, c'est la dernière pour ce soir. Alimentation des coraux par absorption tissulaire en acides aminés, vitamines, acides gras. Est-ce que ça absorbe aussi les glucides, les coraux? Bah, a priori, je vois pas pourquoi ça les absorberait pas, hein. Parce que le glucose, c'est des petites molécules, donc ne serait-ce que par osmose. Après, est-ce qu'ils ont des transporteurs spéciaux? Ça, c'est peut-être différent, mais a priori, il n'y a pas de raison, quoi. Maintenant, c'est une question de vitesse d'absorption, de toute façon. Parce qu'ils absorbent des acides aminés, de toute façon, donc pourquoi pas des glucides? Je ne vois pas tellement pourquoi. D'ailleurs, ils absorbent aussi les glucides fabriqués par les oxantelles. Ah bah oui, oui. Il faut bien que la cellule. Alors maintenant, les oxantelles sont à l'intérieur du polype, d'accord, mais il faut bien que les oxantelles, quand elles sortent quand les glucides sortent de la oxantelle,
Bah, ils sont bien absorbés par les cellules du corail, donc il n'y a pas de raison, hein. Et il n'y a pas une concurrence avec les bactéries pour le carbone, sachant que les bactéries sont plus nombreuses, enfin se reproduisent vachement plus vite que le. Non, elles ont un métabolisme plus élevé, donc effectivement, elles sont sûrement capables de l'absorber plus vite que les autres tissus, mais comme dans les zooxanthelles, c'est produit au contact des cellules du corail, bon, bah, voilà, elles vont profiter quand même, hein. D'accord. Moi, j'ai fait le tour des commentaires là, qu'on avait, que vous aviez mis là sur le post que j'avais fait. Donc, si vous avez des questions, bah, posez-les, hein, et puis, s'il n'y a pas de questions, eh ben, on va s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On écoute. J'espère. Ça va, Alain? Bah, ça va, ouais. Ça te va bien les cheveux courts, hein? Oui, oui, c'est vrai que. Hein, c'est mieux là. Tu fais quand même vachement plus. Mais même la barre, il faudrait la repousser un peu trop, là. J'avais Ouais, coupé ouais, un ouais, peu ouais, ça. ouais, non, mais je vois que tu fais des efforts. Est-ce que vous avez des questions? Allô, allô? Il n'y a plus de questions? Eh ben, s'il n'y a plus de questions, on va se souhaiter une bonne soirée. Alain, je te remercie. Bah, de rien, c'est un Et plaisir. puis, bon, on se refait ça un de ces quatre. Prochain truc, c'est lundi prochain avec Tanguy de Sauveur Toupette qui va nous présenter sa chaîne, enfin, pas sa chaîne, ses vidéos pour apprendre le riff. Le riff en dit le son, là. Voilà. Je sais pas si tu as vu, c'est Toupette à 14. Non, je suis abonné à sa chaîne, mais j'ai pas. C'est vrai que Il a sorti des vidéos j'ai pas regardé depuis trois semaines, peut-être que non, mais c'est payant, donc, Ah bon, d'accord. ouais, mais on va en parler lundi. Là, il va expliquer un peu le concept, expliquer un peu tout ça. Voilà. Bah, écoutez, les amis, hein. Alors, attends, bon, là, encore une question. Pourquoi on met pas du sable de quartz dans un aquarium récifal? Ah, parce que déjà, ça n'a pas comment, d'utilité au niveau du cache, tout ça. Puis au niveau support bactérien, c'est moins bien que du sable calcaire. Et puis c'est surtout que c'est beaucoup plus abrasif. Donc pour les animaux fouisseurs, c'est quand même moins. Mais ça libère pas de la, c'est pas de la silice, le quartz? Si, c'est pour libérer un peu de silicate, mais c'est pas tellement ça le problème. C'est surtout que au niveau des animaux fouisseurs, si c'est du sable en plus qui a des arêtes coupantes, ça serait pas terrible, quoi, voilà. Parce qu'il n'y a pas D'accord. de quartz dans les plages de sable. Le quartz, c'est quand même pas très courant. C'est plutôt bon, dans les roches volcaniques. De toute façon, c'est beaucoup moins riche en microfaune, si tu veux, que des Ouais. sables calcaires, quoi. Et du sable de Loire? Bah, c'est pareil, c'est de la silice, hein, du sable de Loire. Donc, Ouais. et Ouais, puis comme c'est des Titi Riff. En fait, différentes, les silicates, ça ça peut ferait poser des gros problèmes en récifal. Et si tu mets du sable de Loire, si tu mets du quartz, machin, tu peux faire monter tes silicates. Et après, tu vas pleurer parce que tu as le des sable de Loire, diatomées il doit avoir partout, des poids quoi. lourds, hein, ça, je vais m'en méfierais parce que on Ouais, peut le ouais, rincer un maximum, mais sinon, bon, faut quand même se méfier un petit peu, quoi. ouais. Ok. Les ICP, est-ce que toi, tu es partisan des ICP ou pas? Ou t'en as rien à foutre? ICP, qu'est-ce que tu veux dire? Les tests ICP, tu les ferais à quelle fréquence, toi? Ah bah non, moi je trouve ça très bien, justement, ça évite de naviguer donc de temps en temps. Et donc, quelle fréquence pour les ICP pour un bac qui tourne normalement? Ah bah une fois que tu connais bien le bac, peut-être tu peux te contenter de 2 fois par an, mais sinon, pour moi, c'est bien tous les 3 mois, quoi, hein. Tous les 3 mois. Ok, parfait. Eh ben, écoute, Alain, Maintenant, merci. Ouais, après, vas-y. au début, ça peut être plus rapide, mais trop rapide, c'est pas bon non plus, parce qu'on risque de vouloir tourner trop de choses trop vite. Donc, tous les 3 mois, ça suffit largement, à mon avis, quoi. Et tous les 6 mois, quand on connaît bien le bac, quoi, voilà, histoire Ok, de. super. Ben, écoute, Alain, merci beaucoup. Et merci d'être toujours là quand je te sollicite. Non, Mais il y non, avait une demande générale. Il me disait, mais où il est, Alain? Où il est, Alain? Où il est, Alain? Je lui dis, allez, vas-y. ouais, je suis retiré, non, je suis à la retraite. Retired. Voilà. Ok. Feignasse. Allez, salut, Pépère. Salut. Ciao, ciao. Je m'énerve sur le. Comment maintenant, c'est mon nouveau dada, c'est m'énerver sur les histoires de CO2, de réchauffement climatique. Raconte autant D'accord, bon, bah, arrête de t'énerver. Salut, Alain. Ciao. Salut. Ciao.